Mesdames, messieurs, qui parmi vous se sent respecté au quotidien? Et pour quelle raison? Est-ce pour votre force, votre charisme ou encore votre statut social? Tant de mauvaises raisons, me semble-t-il. Et pourtant, le respect est essentiel, car une personne qui en est privée peut en souffrir jusqu'à en mourir. Tout d'abord, qu'est-ce que le respect? Il devrait être à l'origine de toute interaction humaine et permettrait l'acceptation des différences et la reconnaissance de ceux qui nous entourent. En un mot, le respect, c'est d'avoir de la considération pour l'autre. Vu comme cela, le respect est le contraire du mépris et de la négligence. Malheureusement, dans notre société, le respect n'est pas donné à tout le monde. Il faut le gagner. C'est une lutte sans fin. Parfois, une personne peut croire être respectée alors qu'elle est crainte. Par exemple, au collège, certains peuvent utiliser leur force physique et leur influence pour gagner le respect des autres. Mais nous, on ne les respecte pas, on a peur, c'est tout. À une toute autre échelle, lorsqu'un gouvernement est totalitaire, la population ne le respecte pas, elle en a peur. D'après le philosophe et écrivain Erich Fromm, le respect ne peut émaner de la crainte ou de l'imposition. Donc oui, le respect est toujours à gagner, même si on est le plus fort. Une origine, une couleur de peau, une orientation sexuelle ou encore un statut social peuvent tout changer dans la façon dont les autres nous traitent. En France, 3 millions de personnes déclarent avoir fait l'objet de discrimination au cours de leur vie à cause de leur état de santé ou d'un handicap. Cela se confirme avec le témoignage d'Élodie, victime de discrimination au travail à cause de son handicap invisible. Elle témoigne. À 15 ans, j'ai été victime d'un grave accident. Les séquelles m'ont laissé handicapée. J'ai des douleurs chroniques quotidiennes, des difficultés de mobilité et je ne peux pas rester trop longtemps en position statique. Une réalité douloureuse mais invisible pour les gens qui ne me connaissent pas. Ensuite, Élodie n'a pas eu un poste de travail adapté à son handicap, ni des heures de travail adaptées à elle. Son handicap n'était donc pas pris en compte. Finalement, elle n'a pas pu évoluer dans son travail. À cause de notre société et de ses préjugés, nous sommes toujours obligés de chercher à gagner le respect et souvent, on n'y arrive pas. Même dans ma famille, on doit gagner le respect de ceux qui nous aiment. J'en ai moi-même l'expérience. Je reçois l'amour de mes parents et je cherche toujours à gagner leur respect. Pour cela, j'essaie de les rendre fiers en ayant de bonnes notes ou en faisant preuve de créativité, etc. Mais je peux toujours en faire plus. Gagner le respect, ça n'a pas de fin. Pour conclure, les guerres, les conflits, mais aussi le racisme ou encore le sexisme pèsent sur notre génération. La loi du plus fort mène souvent à la vantardise, aux bagarres et finit souvent par le harcèlement. Cela oblige les personnes soumises à ces pressions à gagner le respect. Mais pourquoi devrait-on le gagner? Le respect ne devrait pas se gagner, comme un salaire qui tombe tous les mois, une prime ou un match. Ce n'est pas un combat. Pourquoi ne nous est-il pas donné juste parce que nous sommes des êtres humains? L'égalité est-elle une utopie? Le prochain candidat va répondre à la positive, donc oui. Et nous accueillons, s'il vous plaît, Marius. Est-ce que vous vous sentez l'égal de votre voisin? Et toi, tu n'aurais pas envie d'avoir un petit peu plus d'argent que les autres? Et toi, tu n'aurais pas avoir des meilleures notes que ton camarade de classe? Et toi, tu n'aurais pas envie d'être la plus belle dans la salle? Oui, vous souhaitez tous avoir plus que les autres. Voilà pourquoi l'égalité est une utopie. D'abord, il y aura toujours quelqu'un pour se sentir supérieur à vous. C'est bien pour ça que si vous êtes une femme, vous aurez plus de mal à être embauché chez un patron. Et même si vous êtes embauché, vous serez payé en moyenne 4% de moins qu'un homme pour le même travail effectué. C'est bien pour ça aussi que vous aurez 20 fois plus de chances de vous faire contrôler dans la rue si vous êtes perçu comme noir ou arabe, d'après une étude de 2017. Il est très difficile de changer les mentalités. Il y aura toujours du racisme, même du sexisme et des préjugés sur n'importe quelle forme de différence. Comment voulez-vous croire
En l'égalité, s'il y a toujours quelqu'un pour vous rabaisser, vous harceler et dans les cas extrêmes vous tuer car vous êtes différent. Donc, il y a la question de la naissance. Si je nais homme ou femme, noir ou blanc, il est évident que je n'aurai pas les mêmes chances. D'autant plus si je nais pauvre. Dans toutes les sociétés humaines, je n'aurai pas forcément accès à la propriété, aux études, aux soins, à l'hygiène. 1% de la population possède la moitié de la fortune mondiale. Et il y en a qui vivent dans la rue. Voilà, elle est là, la plus grosse inégalité. Alors, comment voulez-vous croire en l'égalité? Certains peuvent se laver et pas d'autres. Certains peuvent se soigner et pas d'autres. Certains font des études et pas d'autres. Enfin, nous sommes tous différents. C'est biologique. Des gens sont plus intelligents que d'autres. Certains trouvent vite, certains sont beaux, sensibles. D'autres ont 10 sur 10 à chaque œil et des dents droites. Nous sommes tous inégaux. Finalement, comment créer une égalité entre des êtres humains inégaux? Comment prétendre faire exister un équilibre entre toutes et tous quand certains meurent dans des bidonvilles et d'autres meurent dans de l'or? L'égalité est une utopie. Mais cette utopie, je pense qu'il faut y croire. C'est le deuxième terme de la devise de la République française. Plus qu'une utopie, il faut en faire un objectif ou un projet. Merci. Le bonheur a-t-il un prix? Il va donc répondre à la positive et à la négative. S'il vous plaît, un tonnerre d'amour pour Cyril Sénabou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Cyril Sénabou Owondo. Je suis élève en classe de 5e D dans le collège Alberto Giacometti. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous donner mon avis sur le thème suivant. Le bonheur a-t-il un prix? Quand on dit que le bonheur a un prix, on illustre la métaphore suivante. Plus on a d'argent, plus la vie est paisible et facile. Moins on en a, plus la vie devient difficile. Dans un premier temps, à mon avis, le bonheur a un prix. Plutôt, le bonheur ne s'achète pas. En effet, ce n'est pas le fait que nous ayons plus d'argent qui fait que nous soyons plus heureux. Car même si nous sommes riches et vivons dans l'abondance, d'autres problèmes peuvent venir perturber notre mode de vie, comme par exemple la maladie. Donc, en dépit de richesse, on ne trouve pas le remède à toutes les maladies. Il y a aussi l'exemple de l'amour, l'amour qui apporte le bonheur. L'amour est un sentiment, une émotion éprouvée par l'homme. L'amour ne s'achète pas. Dans un second temps, le bonheur a un prix. Les sacrifices, les efforts que nous faisons pour trouver le bonheur sont le prix à payer. Par exemple, si nous faisons des efforts dans nos études, c'est-à-dire prendre du temps pour étudier nos leçons, nous serons des élèves bons et épanouis. En conclusion, mesdames, messieurs, retenons que le prix que nous avons à payer pour le bonheur n'est pas que matériel, mais dépend aussi de notre volonté et de nos efforts, tout comme nos sacrifices. Certaines étapes et épreuves que nous traverserons tout au long de notre vie nous permettront d'avancer pour atteindre notre but, pour notre réel bonheur, en sachant que nous devons faire preuve de responsabilité et d'engagement. Merci pour votre attention. C'est un beau sujet. Avons-nous le droit à l'erreur? Pareil que son prédécesseur, elle va répondre par oui et par non. S'il vous plaît, une pluie d'applaudissements pour Yam. Chère cousine, chère jury, bonjour. Me voilà devant vous aujourd'hui pour vous parler du thème suivant. Avons-nous le droit à l'erreur? L'erreur est fondamentale pour les humains, mais elle est surtout essentielle pour évoluer. Qui, dans cette salle, peut prétendre n'avoir jamais voté? Car après tout, n'est-ce pas en tombant que l'on apprend à marcher? L'erreur est humaine, certes, mais elle peut engendrer des blessures, voire même la mort. Mais elle peut aussi susciter des moments de joie et de rigolade avec ses amis ou même sa famille. N'oublions pas un jour que le grand Saint Augustin a dit « L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. » Persévérer est diabolique? Mais que voulait-il dire par là? Bien que l'erreur soit humaine et que nous en ayons tous besoin pour évoluer, pour qu'elle nous permette d'évoluer, il faut savoir en tirer des leçons.
Par exemple, le fait de mal viser la poubelle en voulant jeter son déchet. Si cela arrive une fois, il n'y a rien de grave. Mais si cette action est répétée, consciemment, donc persévérer à polluer, c'est ça qui en devient diabolique. La phrase que je vais vous lire tout de suite m'a semblé la parfaite métaphore du droit à l'erreur au quotidien. Si l'on n'avait pas le droit à l'erreur, il n'y aurait pas de gomme au bout du crayon. En sachant qu'il y a concrètement deux types de droit à l'erreur. Il y a une erreur commise de bonne foi, que l'on va appeler le droit à l'erreur, et qui ne sera pas sanctionnée, et une erreur commise délibérément, qui ne va plus s'appeler une erreur, mais bien une faute, voire même un délit, si cela est très grave. Dans ces cas-là, l'erreur commise sera sanctionnée. Depuis août 2018, le droit à l'erreur a été introduit dans la législation française. Donc, le droit à l'erreur revient au droit d'être humain. Merci. Dolto, les hip-hoppers. Donc vous devez venir comme ça sur scène. Vous avez compris? J'ai vu un petit. Avons-nous le droit à l'erreur? Et elle va dire oui. Donc elle va le traiter à la positive. Nous avons le droit à l'erreur. S'il vous plaît, un maximum d'applaudissements pour Awa Kamara. Le 19 août 2021, c'est la date de mon arrivée en France. Seulement quelques jours après, je rentrais en 6e et je ne parlais que quelques mots français. Alors, à votre avis, comment se fait-il que je me retrouve là devant vous pour vous faire tout un discours en français? Disons que c'est grâce à mes amis qui, en me corrigeant à chacune de mes erreurs, m'ont permis de progresser en français. Lorsque nous étions enfants, nous avons appris beaucoup de choses, telles que marcher ou courir. Et lorsque nous avons appris, ce n'était pas du premier coup. Combien de fois sommes-nous tombés avant de marcher? Des dizaines, des centaines de fois ou plus encore. Il importe de toujours se relever. La notion d'erreur est perçue négativement. Si vous changez cette notion d'erreur par la notion du résultat, vous verrez l'effet positif que cela fait dans votre esprit. L'erreur peut être tolérée et doit être envisagée comme un moyen de progresser. Comme le soulignait le célèbre physicien Albert Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Connaissez-vous la légende des deux sœurs Tatin? Ces deux sœurs qui, en voulant réaliser une tarte aux pommes, auraient oublié de mettre la pâte et l'auraient rajoutée lors de la cuisson. Grâce à l'erreur des sœurs Tatin, elles ont réalisé une recette qu'on mange même aujourd'hui. Tous ces apprentissages font partie de notre vie. Il importe de ne jamais rester au sol pour ne pas sombrer dans le désespoir ni dans la négativité. Il faut avoir l'espoir que demain, nous aurons de meilleurs résultats. À l'image de l'enfant qui tombe, il a compris que pour réussir, il faut refaire jusqu'à maîtriser la marche. Commettre une erreur qui est bien entendu un acte non intentionnel devient aussi une expérience dont on sort grandi. Soyons ouverts à la vie, s'émerveiller à apprendre sans jamais désespérer. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je vais commencer. Lindsay, 13 ans, elle était en 4e lorsqu'elle a été victime de harcèlement par 2 de ses camarades. Elle a alerté ses parents, le CPE, le principal et même le président. Mais personne n'a répondu à son appel. Le 12 mai 2023, elle décide de mettre fin à ses jours. Les adultes qu'elle avait alertés n'ont pas agi et ont échoué parce qu'ils n'ont pas protégé. Alors dans ce cas, on ne peut pas dire que l'échec est utile. Parce que même si les adultes font maintenant plus attention, ils auront payé la vie de Lindsay. Donc c'est pour ça que je voudrais répondre au sujet, l'échec est-il toujours utile? Moi je pense que non. À votre avis, si vous vous donnez à fond et que vous êtes concentré, appliqué, rigoureux, on ne peut pas s'exposer à l'échec. L'échec, bien que souvent nécessaire,
vers le succès et peut également être destructeur. Lorsqu'une personne échoue à plusieurs reprises, cela peut être entraînant une perte de confiance en soi. En éducation, l'échec répété peut démotiver les étudiants, entraînant un désintérêt pour les études, finalement un décrochage scolaire. Sur le plan émotionnel, l'échec peut provoquer un stress intense, de l'anxiété, voire conduire à des troubles mentaux très graves comme la dépression. De plus, l'échec peut avoir des contraintes économiques sévères. Pour les entrepreneurs, par exemple, faire un mauvais investissement peut engendrer des pertes financières importantes, endettant nous-mêmes et même nos proches. Pour conclure, il est crucial de reconnaître l'échec malgré ses potentielles leçons. Ça peut avoir des conséquences négatives, profondes et durables. Merci de m'avoir écouté. Ça, c'est une bonne question. Peut-on s'affranchir du regard des autres? Mais vraiment s'affranchir, quoi. N'avoir rien à faire du regard des autres. Est-ce que c'est possible? Elle va me dire que oui. Elle va me dire que c'est possible. S'il vous plaît, un maximum d'applaudissements pour Chiara. J'ai 5 ans et on m'observe. Je suis déjà pointée du doigt pour des cases que je ne remplis pas. Ils sont tous là pour m'écouter. Ils sont tous là pour me juger. Ils ne m'ont pas encore donné ma chance. Je sens leur existence, je ne vois que leur présence. Avec eux, aucune indulgence. Heureusement que je peux compter sur mes éloquence. Je suis fixée devant eux, toute paralysée à l'idée de me ridiculiser. Mais que vont-ils penser? Suis-je folle de lancer ou ai-je raison d'avancer? Toute ma scolarité, j'ai suivi ce que l'on me demandait. J'ai scruté, observé tous les regards qu'on pouvait porter sur moi. Quand on me critiquait, j'écoutais et j'acquiesçais. Car d'après eux, de la tête aux pieds, je devais tout changer, voire même ma personnalité. Je me suis souvent fait rabaisser pour mon retard en cours ou mes difficultés. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'été, vous profitez. Je me sens obligée de reprendre mes cahiers. Comme si je devais toujours devoir vous rattraper sans jamais réellement franchir la ligne d'arrivée. Je ne suis jamais assez ou toujours de trop. Dans une société où en été, on est comparé par d'autres qui sont encore plus complexés. Mais vous le savez, vous, que vos regards me tuent. Vos regards sont comme ce prof qui me rend ma copie en levant les yeux au ciel. Vos regards sont comme les yeux de ma grand-mère quand elle me voit me servir un peu trop au dîner de Noël. Jugeur, moqueur, j'irais jusqu'à dire saboteur. Vos regards ont nourri mon exigence, devenant plus grande à chacune de vos remarques. Je n'en peux plus de ces regards qui ne me font que reculer. J'aimerais, s'il vous plaît, pour une fois, m'apprécier. Et si au lieu de vous observer, je commençais enfin à m'intéresser aux regards qui comptent. Ces regards qui me portent, car en réalité, c'est eux qui m'importent. J'avais 10 ans, je dansais pour un petit spectacle. Entre deux foulées, je tombe, et je n'ose plus bouger, je suis comme toute paralysée. Mais ils sont là, assis au premier rang, comme souvent, ces deux regards qui m'importent tant. Ces regards qui restent fiers, même si je chute dans une matière. Enfin, ils me lancent un sourire qui me donne la force de lever la tête, et je poursuis mes pirouettes. Mais si je devais conseiller cette petite fille inquiète, emprisonnée par le regard des autres, qui me croyaient ne valoir rien et avoir un avenir incertain, je me dirais sûrement que les 1001 orthophonistes qu'elle a eues ne sont pas là pour rien, ni pour la vie, et qu'elle verra bientôt que l'oiseau s'envolera du nid. Vous avez pris 10 secondes à me regarder puis à me juger. J'ai pris 8 ans à m'en détacher et à enfin m'accepter. Affranchissez-vous des regards qui viennent de n'importe qui, mais gardez ceux que vous avez choisis.
Aujourd'hui, j'ai bientôt 15 ans. On m'observe peut-être, mais ça ne m'importe pas. Je suis sûre qu'avec mon éloquence, j'ai pu subvenir à vos exigences. Je vous rassure, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est juste de la prestance. Comment ça va le théâtre de la Concorde? Vous êtes trop en de pièce. Trop joyeux. La problématique est grave. L'échec est-il toujours utile? C'est très très grave. Vous êtes trop joyeux. La preuve. Pour vous prouver de ça, j'ai fait un discours bien construit. Trop petit pour ce micro. C'est parfait. Pour vous prouver que l'échec est-il toujours utile et que c'est faux, j'ai fait un discours bien construit avec des arguments développés et des exemples logiques. C'est faux, j'ai pas fait ça. À la place, j'ai écrit un sketch, si on peut appeler ça un sketch, que je trouvais drôle au début, mais qui l'est pas en fait. Je demande donc des conseils à mes proches. L'une d'entre elles me dit, au pire, tu dis que c'est de l'humour d'asiate. C'était une bonne idée. Donner de la culpabilité au public, c'est toujours une bonne solution si vous voulez passer devant un public. Donc, si vous ne rigolez pas à mes blagues, c'est de votre faute. Bref, commençons sans plus tarder par un florilège des morts les plus ridicules que j'ai trouvé sur le site internet Darwin Awards, merci Séverin, et la page Wikipédia morts les plus insolites. Et oui, ça existe, vous pouvez taper ça sur internet, je vous invite à le faire. Ah. Un très grand dramaturge grec, est-ce qu'il arrive? Un très grand dramaturge grec, Esquile dormait tranquillement à la belle étoile, pensant sûrement à sa prochaine pièce. Quand soudain, bam, une carapace de tortue qui tombe sur son crâne. On va plus dire. Il meurt sur le coup. Alors vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un oiseau aurait lâché une carapace sur sa tête en pensant qu'il jetait ça sur un rocher. Vous imaginez être tellement chauve qu'un oiseau vous jette un rocher sur une carapace sur la tête? Donc, morale de l'histoire, ne soyez pas chauve. Attention au tortues. Gary Waugh, notaire, 39 ans, veut prouver que la vitre de l'appartement qu'il veut vendre est solide. Il donne donc un coup d'épaule sur la vitre qui se décrocha. Il fait ensuite une chute de 24 étages. Je vous laisse deviner la suite. Il n'y a pas de suite, réfléchissez pas. Trêve de mort absurde. Maintenant, je vais vous raconter des histoires toutes tirées de mon chapeau, qui sont totalement invraisemblables dans le but de vous traumatiser des échecs. Il était une fois un braqueur de banque qui rata son... Alors, je ne vais pas finir ça. D'abord, on m'a dit de faire des gestes, des mimes, pour, je cite, donner vie à mon texte. Il était une fois un braqueur de banque. Qui rata son pôle qui s'est fait arrêter par la police. Il finit derrière le barreau. J'ai oublié. Il était une fois un athlète de haut niveau qui se fout la malencontreusement la cheville lors d'une balade. Il a dû démissionner faute de participer à de grandes compétitions. Il était une fois une chanteuse qui, lors d'un karaoké, s'est cassé la voix.
Donc elle n'a pas pu réaliser ses concerts, sa carrière de chanteuse a jamais détruite. On arrive enfin à la dernière histoire. Il était une fois un jeune homme qui devait faire un discours sur l'échec. Par manque d'idées, de talent et d'arguments, il prépara un texte vide, sans aucun message derrière. Vous comprenez quelque chose? Le jour du concours, il n'a malheureusement pas convaincu le public et n'a pas réussi à le faire, ce qui était pourtant son objectif principal. Couvert de honte, il se précipita vers la sortie de la salle, devenant le plus grand échec de ça. Alors, je vous ai fait rire. J'avais pas prévu que vous riez, donc on fait semblant, on fait comme si c'était pas bon. Donc, vous n'avez pas ri, et je dois dire, de toute façon, c'est de l'humour d'Asiate. C'est de votre faute si vous riez pas. Incroyable, quelle énergie. On peut te retrouver en spectacle? Tourner à n'importe quel théâtre. Tous les théâtres de Paris, à n'importe quelle heure de la journée, on peut te retrouver. Génial, génial. Mais t'as une énergie de fou, quoi. Vraiment, à un moment, je me suis dit, bah, tu devrais être MC, en vrai. Bah, du coup, tu vas enchaîner sur le prochain. Avant ça, j'aimerais quand même qu'on applaudisse ton adjointe éducative qui est... Alors, on accueille le collège Thomas Mann dans le 13e arrondissement. Et on félicite l'adjointe éducative Laura. Maintenant, on va accueillir l'élève de 3e, Farah, pour défendre l'échec est-il toujours utile, cette fois à la positive. Bonsoir à tous. Pour commencer, j'ai une petite question à vous poser. D'après vous, l'échec est-il toujours utile? Pour moi, ça l'a vraiment été. Par exemple, il y a 3 ans, quand j'étais en 6e, j'ai adoré l'anglais. Mais la première fois que j'ai eu ma mauvaise note, je peux vous dire que j'étais dévastée. En plus, je comprenais pas, j'avais super bien travaillé. J'étais au bord des larmes, je voulais sortir de la salle, non du collège, non même du pays. Après, je me suis dit que, finalement, une petite note, c'est rien. Et même ceux qui sont bilingues, trilingues, voire même polyglottes, sont-ils passés par la même erreur que moi? Et vous, ou même vous, chers membres du jury, avez-vous déjà au moins échoué, une fois, dans n'importe quel domaine, que ce soit une petite recette sur Internet, 100% fiable, un entretien d'embauche, ou même un contrôle? En échouant, j'ai compris qu'il fallait persévérer. Persévérer comme Thomas Edison l'a fait. C'est un qui a inventé l'ampoule. Vous pensez qu'il a trouvé la lumière du premier coup? Détrompez-vous. Il a dû passer par un nombre incalculable d'expériences pour enfin trouver la bonne solution. Il est essentiel de réfléchir et d'analyser son échec afin de tirer une conclusion constructive qui... Afin que l'échec ne se transforme pas en frein, ce frein qui vous fera perdre toute confiance en soi. Michael Jordan, savez-vous que vous pourriez ne jamais connaître ce nom? En effet, lorsqu'il avait postulé pour essayer de rentrer dans l'équipe de son université de basket, il avait échoué.
Il avait fondu en larmes, il voulait tout abandonner. Mais à force d'encouragement, de soutien et d'entraînement, tout a changé, comme moi en 6e. Il est accepté dans son université, qu'il avait rejeté avant. Il est repéré par la MLA, mais surtout, c'est devenu la star que vous connaissez probablement tous maintenant. Il est important de comprendre que c'est normal de ne pas réussir du premier coup. Il peut y avoir des hauts comme des bas, mais l'échec est une opportunité qui nous permet de progresser. Mesdames et messieurs, j'ai une chose à vous dire ce soir. Ne considérez pas l'échec comme un ennemi, mais plutôt comme un ami. Un ami qui est là pour vous, un ami qui vous soutient, mais surtout un ami qui veut vous voir réussir. Sur le sujet, avons-nous droit à l'erreur? Elle va défendre la positive. Un maximum la voiture positive. Bonjour à tous, je m'appelle Zélie et lui c'est Scott. Et aujourd'hui, on vient vous parler d'une thèse qu'on veut défendre parce que on y croit beaucoup. A-t-on droit à l'erreur? Nous, on pense que oui et on va vous montrer pourquoi. D'abord, j'ai écouté Farah passer juste avant moi et on avait très peur. J'avais peur qu'il tombe et il avait peur que je bégaye. Mais finalement, on s'est dit que tout le monde dans la salle avait déjà fait des erreurs. Vous et même vous là-bas, vous avez dû en faire. Des erreurs pas très graves, comme oublier quelques pièces, ou des erreurs un peu plus graves, comme oublier de payer ses impôts. Bon, ça, je vous les aurai avec la police, c'est pas mon problème. Moi, je fais du cheval, et dans quelques semaines, je fais un spectacle. Au début, avec mon cheval, ça se passait pas très bien. Je suis tombée beaucoup de fois. Mais bon, finalement, j'ai regardé des vidéos, je me suis remise en question, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon, par contre, si je tombe samedi, je finis quand même ma reprise à pied, et on dirait que c'est dans le spectacle. On pense que les erreurs, elles nous permettent d'apprendre. Par exemple, quand vous apprenez à marcher, d'abord vous vous levez, vous faites un pas, deux pas, et la plupart du temps, tout le monde est déjà tombé. Mais après, on recommence, on retourne des milliards de fois, mais finalement, tout le monde dans cette salle sait marcher. Aussi, Scott il a trouvé de super innovations qui ont été faites grâce à des erreurs. Par exemple, est-ce que vous saviez que le Coca-Cola il a été inventé contre les maux de tête au début? Mais maintenant, personne dans cette salle penserait à fondre du Coca pour éviter les maux de tête. Sinon, une que j'aime beaucoup, les post-it. Au début, l'inventeur des post-it voulait faire une colle forte. Sauf que je crois qu'il s'est complètement trompé dans leur scène parce que sa colle, elle ne colle pas du tout. Mais maintenant, tout le monde se sert au quotidien sans même le remarquer. Et je crois que notre préféré, c'est les pop-corn. Je vous raconte. C'était un paysan, il avait laissé du maïs sur une table au soleil. Et je crois qu'il les avait complètement oubliés parce que quand il est revenu, tous les pop-corn avaient éclaté. Et maintenant, tout le monde va aller au cinéma avec son paquet de pop-corn. Finalement, ces erreurs nous permettent d'évoluer, d'apprendre et de savoir rebondir. Plus on apprend à savoir rebondir jeune, plus tard, on arrivera à se sortir de situations délicates. Aussi, une chose très importante, c'est de se remettre en question. Plus on se remet en question, plus on va apprendre de nos erreurs et moins juger les erreurs des autres. Peut-être que ce soir, amener Scott, c'était une très mauvaise idée. Peut-être que quand je retournerai sur le banc, je me remettrai complètement en question et je ne le prendrai plus jamais. Ou alors, à l'inverse, je le prendrai tout le temps. Mais bon, on dit que l'erreur est humaine. Alors renoncer à l'erreur ne serait pas renoncer à notre humanité. Merci de m'avoir écouté. Et évidemment, on remercie les parents d'avoir fait des super enfants. Bonsoir à toutes et tous, je vais faire très vite parce que vous attendez tous le résultat de vos jolies prestations. Alors moi je voulais aussi remercier tous les adultes. Alors je vais faire un grand tour de tous les adultes qui vous ont accompagnés, vous ont guidés, ont répondu à vos questions et ont permis que vous puissiez faire aujourd'hui des superbes prestations. Alors moi j'ai été vraiment enthousiasmée par vos prestations. Vous avez fait preuve de beaucoup de persévérance parce que je pense que ça ne devait pas être très facile pour vous au départ, de beaucoup de courage. Voilà. Et je voulais vous remercier pour ça. Et sachez que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous aider dans votre vie d'aujourd'hui, votre vie d'adulte après. J'espère que ça restera un bon souvenir pour vous. En tout cas, pour moi, il n'y avait que des très bonnes prestations, vraiment. Et grand bravo, vraiment bravo à vous. Au nom de mes camarades du jury, je dois d'abord vous dire une première chose.
c'est que nous avons été très impressionnés par plusieurs choses de vos prestations. Votre courage, effectivement, votre audace, mais aussi votre aisance, votre assurance. Vraiment, ça nous a beaucoup impressionnés. On a été très impressionnés par la diversité des choix que vous avez faits. Dans les thématiques, il y avait des choses qui se recoupaient, mais dans la forme que vous avez choisie pour les défendre, ça nous a beaucoup impressionnés. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on voulait vous dire. À tous. Nous voudrions remettre le prix de la meilleure présence scénique au collège Giacometti. Bravo. Le prix de l'émotion revient pour nous au collège Françoise Dolto. Bravo. Nous avons décidé d'accorder le prix de la plus belle plume au collège Thomas Mann. Du meilleur argumentaire revient pour nous, et nous avons été particulièrement impressionnés par eux, au collège Voltaire. Et pour finir, les grands gagnants est Lucie et Il manque le Namawaina. C'était tout pour le moment. Je voulais dire merci beaucoup à tout le monde et au jury ainsi qu'au public, à nos professeurs qui sont là depuis le début et à nos amis qui sont très motivés pour nous. Et pour finir, on aimerait remercier Eloquentia, parce que Eloquentia, c'est ceux qui sont venus pour intervenir.